Voilà, nous allons maintenant entamer la troisième partie de cette analyse qui se concentre cette fois-ci sur l'étude de risque, l'analyse du risque au niveau sécuritaire, quels sont les enjeux sécuritaires et les risques qui entourent les élections qui auront lieu au Burundi le 20 mai prochain. Le régime est allé jusqu'au bout de son opposition et des pressions de la communauté internationale pour progressivement sortir de son isolement diplomatique. Il tente maintenant de présenter l'image d'un Burundi normalisé aux yeux de l'extérieur. Non satisfait d'avoir totalement soumis les forces de sécurité et instrumentalisé l'appareil judiciaire, le pouvoir s'est attelé à étendre son emprise aux autres institutions et à les nettoyer pour les débarrasser des personnes jugées trop neutres ou peu malléables. Nkurunziza a tiré des leçons de la crise de 2015 où des responsables au sein des institutions clés avaient refusé de se laisser instrumentaliser et ainsi failli compromettre son passage en force. C'est pourquoi il a procédé à divers changements dans les mécanismes de contrôle, de contre-pouvoir, de réconciliation et de gestion des conflits, pour s'assurer de leur subordination. La CENI, la Commission de vérité, la CENI, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, sont toutes, à des divers degrés, inféodées au pouvoir. Simultanément, la haute administration publique et sécuritaire a été quelque peu purgée des Tutsis, la diplomatie ne comprenant plus que des ambassadeurs de cette communauté et les services nationaux de renseignement, plus aucun responsable au niveau provincial n'appartenant à l'ethnie Tutsi. En outre, le pouvoir a considérablement durci sa législation, notamment sur les libertés publiques, la répression des crimes ou le monde associatif. Cela lui permet d'assurer un plus grand contrôle sur les médias, la société civile et les organisations non gouvernementales internationales, autrement dit les ONG. De surcroît, ceux-ci sont régulièrement exposés à l'arbitraire de la loi et ou aux autres sauts d'humeur des autorités. De plus, depuis novembre 2019, 4 journalistes du seul média d'information générale encore assez critique à l'égard du pouvoir, le Iwaku, sont emprisonnés actuellement pour avoir couvert l'incursion d'une rébellion dans la forêt de la Kibira, traditionnel sanctuaire des mouvements armés. Concernant l'opposition, en dépit de leur prudence, ses sympathisants et ses responsables restent encore soumis à des arrestations et de diverses formes d'intimidation. Cependant, le CNL, fort de sa popularité, est la principale cible de la répression du pouvoir. Il a été agréé en février 2019, malgré de fortes résistances au sommet. Sa reconnaissance légale a déclenché d'ailleurs une vague de pression brutale à l'endroit de ses militants, certains responsables locaux ayant été même assassinés. De fait, de manière plus générale, les arrestations et les détentions arbitraires, les enlèvements et les exécutions extrajudiciaires n'ont jamais cessé au Burundi depuis la crise de 2015, la seule année de 2019 ayant enregistré au moins 371 personnes tuées, 45 personnes portées disparues et 257 torturées et 1046 arrêtés arbitrairement, selon la principale organisation de défense des droits de l'homme, la Ligue ITK. La présence de groupes de rebelles burundais à l'est de la RDC ne semble pas avoir particulièrement affecté la sécurité en dehors de l'une ou l'autre incursion non suivie des faits. En revanche, 2 incidents violents opposant les forces de sécurité et un groupe armé non identifié sont encore entourés de mystères. En novembre 2019, une position militaire de l'armée burundaise dans la province de
Cibitoke, à l'intérieur de la Kibira, a été attaquée et mise en déroute. Devant ce revers militaire qu'elles ont pour une fois bien voulu assumer, les autorités se sont d'abord murées dans un silence gêné avant d'accuser le Rwanda d'en être responsable. En février 2020, des échanges de tirs sur les hauteurs de Bujumbura ont été suivis de l'arrestation d'une vingtaine de personnes présentées comme des assaillants. Diverses organisations affirment que la plupart d'entre elles ont été exécutées. Par ailleurs, après avoir été particulièrement visés au plus fort de la crise, les membres de forces de sécurité en fonction ou démobilisés de l'ethnie Tutsi sont aujourd'hui de plus en plus visés par des arrestations et parfois des exécutions extrajudiciaires. L'armée régulière enregistre depuis quelques mois des désertions, les autorités soupçonnant certains de ces militaires de rejoindre des groupes de rebelles. En effet, les membres de forces de sécurité d'ethnie Tutsi ou originaires de la ville de Bujumbura seraient parmi des groupes de groupes cibles soupçonnés de sympathie, voire de complicité avec des rebelles par les autorités burundaises. Pour le régime burundais, tous ces rebelles sont financés par le Rwanda. Les rébellions au Burundi, le terrorisme au Burundi serait financé par Paul Kagame. À présent, nous allons passer en revue, nous allons donc passer à notre quatrième partie qui se focalise quant à elle sur l'analyse du cadre juridique des élections qui vont avoir lieu au Burundi en mai 2020. Le code électoral de 2014 avait fait l'objet de larges consultations organisées notamment sous l'égide du Bureau des Nations Unies, l'ONU, au Burundi et avait été finalement adopté de manière consensuelle. La nouvelle constitution de 2018, par certaines de ces innovations, rendait nécessaire un nouveau code électoral. De plus, la CNI, qui avait supervisé le référendum, avait elle-même largement dépassé la durée de son mandat et devait donc être remplacée. Un projet de code électoral a donc été élaboré. À l'inverse du précédent texte de 2014, le processus sera ici bâclé, l'avant-projet de loi n'ayant donné lieu qu'à une seule journée de discussion avant que les partis politiques du reste n'étaient tous pas représentés en raison du retard dans la transmission des invitations. De manière générale, les principaux griefs formulés contre le code électoral adopté en 2019 sont la suppression des listes de candidats indépendants, le coût trop élevé de la caution exigée aux candidats à la présidentielle et les conditions de son remboursement, le caractère trop restrictif des exigences relatives à la nationalité des candidats à la présidence et le nombre élevé de documents requis pour les candidatures au communal. Paradoxalement, le fichier électoral n'a pas fait véritablement l'objet de controverses alors qu'il compte une augmentation du nombre des électeurs de plus de 25% en 5 années, au cours desquelles plusieurs centaines de milliers de Burundais se sont réfugiés dans les pays de la sous-région, en RDC, et en RDC au Rwanda ou en Ouganda. D'autres se sont réfugiés en Occident. De plus, le logiciel de traitement des données pour le fichier électoral a été confié, donc ce qu'on appelle la machine à voter. Cette machine à voter, ce fichier a été confié à une société burundaise étroitement liée à un haut gradé proche du pouvoir. L'autre motif de contestation
sur la composition des démembrements de la CENI au niveau provincial et communal jugé trop déséquilibré au profit du parti au pouvoir et de ses alliés. En effet, le cadre légal et réglementaire des élections, aussi parfois soit-il, n'est pas le meilleur garant des élections crédibles et transparentes. La CENI, dont la composition a été approuvée lors d'une séance boycottée par les députés d'Amizero Yabarundi, n'a d'indépendance que le nom. L'un de ses commissaires donnant même libre cours à ses opinions partisanes dans des tweets virulents contre les opposants présumés. La Cour constitutionnelle, organe de recours, est elle-même aux ordres du pouvoir qui contrôle ces deux institutions. En outre, le ministre de l'Intérieur chargé de la supervision des élections, l'administration territoriale, le commandement des forces de sécurité, la justice et les médias d'État étant tous partisans, le processus électoral risque d'être d'autant plus vicié alors que l'observation internationale a été réduite à la portion congrue des observateurs locaux tirés sur le volet. Enfin, il subsiste d'importantes interrogations sur la capacité réelle du régime à mener à bien les opérations de vote sur le plan matériel, logistique et technique, le processus électoral au Burundi étant entièrement financé et organisé par les autorités nationales. Pour la première fois, le Burundi a en effet refusé tout emprunt, tout crédit, toute aide de la communauté internationale et a décidé de financer elle-même ses élections et de contrôler elle-même le processus, refusant tout contrôle de la communauté internationale, ayant réduit la capacité, le nombre des observateurs internationaux, tout comme la RDC et d'autres pays de la sous-région ont d'ailleurs ces dernières années refusé de contracter des crédits au niveau des institutions internationales pour l'organisation de leurs élections, préférant financer ces élections par eux-mêmes afin de contrôler par eux-mêmes et d'éviter le contrôle des observateurs internationaux. En Afrique, on n'organise pas des élections pour les perdre. Cette réflexion qui nous vient d'Omar Bongo, ancien président gabonais, pourrait ici résumer l'état d'esprit qui règne parmi les ténors du pouvoir. Pour autant, le CNDD-FDD est loin d'être serein. Il continue d'ailleurs à manifester régulièrement des signes de fébrilité. Déjà en 2018, le processus référendaire, durant lequel les Burundais avaient été enrôlés de force et malmenés pour être contraints à voter, avait été conduit dans la violence, les personnes soupçonnées de militer pour le non étant arrêtées ou rouées de coups. De plus, il avait été ponctué d'appels à brutaliser, à torturer et même à éliminer physiquement tous les partisans du non. Conscient de la crise socio-économique que traverse le Burundi et du mécontentement croissant de la population à l'égard du CNDD-FDD, pour ses responsabilités dans cette situation, le pouvoir mise davantage sur la neutralisation de ses adversaires politiques. Il est donc fort improbable qu'il favorise un environnement propice à des élections crédibles, le scénario le plus plausible étant d'en dicter l'issue dans un climat d'intimidation et de répression à l'endroit de son principal concurrent, le CNL. Tout comme la même atmosphère qui a été créée au Rwanda, en République démocratique du Congo, qui ne porte que le nom démocratique, et en Ouganda, on a connu pareil climat lors de la période électorale de 2016, au Rwanda 2017 et en RDC 2018. Ainsi, sans présager du verdict qui sortira des urnes,
et en l'absence de sondage d'opinion, il est difficile d'envisager une victoire écrasante de l'un ou l'autre des partis, le CNDD-FDD ou le CNL, tant a priori les résultats des différentes élections devraient être serrés. Or, sauf énorme surprise, la CENI devrait proclamer la victoire du candidat du parti présidentiel du CNDD-FDD à la présidentielle et les scores élevés pour la même formation politique aux deux autres scrutins à même de lui assurer une majorité confortable au Parlement. En effet, le pouvoir semble exclure toute défaite. Dans la région des Grands Lacs, c'est exactement ce qui vient de se passer en 2018 en RDC, en 2017 au Rwanda et en 2016 en Ouganda. Dans le même temps, il devrait avoir la volonté, ici en Ouganda, le président devrait avoir la volonté d'épargner à son pays une nouvelle crise et d'entourer le processus électoral d'un habillage de l'égalité en vue de la légitimation des institutions qui en résulteront. Deux objectifs difficilement conciliables tant les actions posées par le pouvoir ont souvent contredit les intentions proclamées. Or, Agathon Rwasa a répété plusieurs fois que son parti n'est pas prêt à accepter des élections non crédibles et les signes avant-coureurs ne sont pas de bon augure. Dès lors, plusieurs scénarios pourraient se dessiner en fonction des différents facteurs, dont notamment le caractère évident ou non d'irrégularités importantes et de leur ampleur, la nature et l'étendue de la contestation que pourrait mobiliser le CNL d'Agathon Rwasa, le degré et la volonté d'implication de la communauté internationale en cas de crise électorale, la capacité d'ouverture à un dialogue et un éventuel compromis de la part des autorités. Il est permis d'être très sceptique sur ce dernier point qui est dépendant de l'engagement des acteurs internationaux. En partant du postulat énoncé plus haut et en tenant compte des divers paramètres ci-dessus, le Burundi sera probablement préservé d'une crise si le CNL d'Agathon Rwasa est battu régulièrement ou si, en cas de défaite contestable, il réalise que le rapport de force lui est défavorable et subit d'importantes pressions pour se contenter aux résultats que lui auront attribué la CENI. L'un comme l'autre, des scénarios pourraient être envisagés, d'autant qu'il est peu plausible que Rwasa fasse du jusqu'au-boutisme. En revanche, une crise électorale pourrait éclater si des éléments probants plaident en la faveur d'une victoire confisquée du CNL, comme on a pu voir dernièrement en RDC des éléments probants où la CENCO a divulgué à son tour, après la CENI, les résultats des élections qui contredisaient les résultats annoncés par la CENI en République démocratique du Congo. Ici, si des éléments probants viennent plaider en la faveur d'une victoire confisquée du CNL dans l'un ou l'autre des scrutins, et si la contestation qui suit en devient hors de contrôle, dans ce cas de figure, seule une réponse forte, concertée et coordonnée de la communauté internationale pourrait favoriser une solution négociée. Tout dépend de la bonne volonté de la communauté internationale. Et là encore, je reste sceptique, il faut rester sceptique, car au niveau des institutions internationales, la communauté internationale, ce sont les intérêts des grandes puissances qui jouent, et si les grandes puissances n'ont pas la volonté, ne veulent pas qu'il y ait alternance, il n'y aura pas alternance. Au Burundi, comme il n'y a pas eu d'alternance au Rwanda, en Ouganda, ni en RDC, pas d'alternance de pouvoir. Au Burundi, si la communauté internationale ne s'investit pas, il n'y aura pas d'alternance. Mais à la différence des trois pays de la région des Grands Lacs qui sont le Rwanda, l'Ouganda et la RDC, il semble que la communauté internationale, en tout cas les grandes puissances qui sont en tout cas hégémoniques, qui contrôlent la scène internationale,
qui sont les grandes puissances anglo-saxonnes. Ces grandes puissances semblent favoriser le maintien du duo au pouvoir de la région du Grand Lac de Joseph Kabila, de Yoweri Museveni, du trio, et de Paul Kagame au contrôle de la région du Grand Lac. Ils sont plus défavorables à la présence de Pierre Nkurunziza à la tête du Burundi. Manifestement, ce dernier n'a pas toujours été obéissant, s'il faut employer ce terme, n'a pas toujours été obéissant, à la différence de Kagame, Museveni et Kabila. Et donc, on a vu dernièrement les crédits, toutes les institutions financières internationales ayant été interdites d'octroyer des crédits au Burundi, dans le but justement d'asphyxier ce régime et de le pousser Nkurunziza à quitter le pouvoir. Et dernièrement, une décision importante qui a été prise dans le cadre de la crise du Covid-19, qui a été de diminuer, d'alléger la dette extérieure des pays pauvres, des pays d'Afrique. Le Burundi ne faisait pas partie des 25 pays choisis par les institutions internationales, FMI, Banque mondiale, alors que le Burundi fait partie des top 10 des pays les plus pauvres avec la RDC. La RDC figure parmi les pays qui ont reçu un allègement de leur dette extérieure et le Burundi n'a pas reçu. Tout ça démontre que dans le cadre du Burundi, la communauté internationale est déterminée, en tout cas les grandes puissances qui contrôlent la scène internationale, les puissances anglo-saxonnes, sont déterminées à voir Pierre Nkurunziza quitter le pouvoir, alors qu'ils n'étaient pas déterminés à voir une alternance de pouvoir en RDC, ni en Ouganda, ni au Rwanda. Ceci étant dit, passons maintenant à l'implication des organisations régionales africaines de la sous-région des Grands Lacs dans la crise au Burundi. Donc, en 2015, la gestion de la crise burundaise a été confiée à la EAC, donc la IEC, la communauté africaine, la communauté de l'Afrique de l'Est. Cette organisation peu expérimentée en matière de gestion de conflits a d'abord fait preuve d'une certaine détermination dans sa tâche avant que des divisions internes entre ses chefs d'État sur base de conflits personnels et divergences géopolitiques n'entament cette volonté et cèdent le pas à des initiatives plus frileuses. Après 3 années de tâtonnement et d'impasse, le facilitateur désigné Benjamin Mkapa, ancien président tanzanien, a jeté l'éponge et depuis lors, l'organisation semble avoir enterré ce dossier. Or, aucune autre organisation n'a pu prendre la relève dans la gestion de la crise burundaise à la grande satisfaction des autorités au Burundi. L'Union africaine s'est montrée intéressée, mais elle a dû revoir ses ambitions dès lors que son projet n'a pas encore rencontré l'assentiment de la EAC, donc la communauté des pays d'Afrique de l'Est, et le soutien déclaré des autres acteurs internationaux. Du reste, le principal obstacle était l'attitude du gouvernement burundais, toujours ferme dans sa détermination à empêcher toute ingérence, toute atteinte à sa souveraineté. De plus, l'année 2018, qui a précédé celle de la démission officielle du président, de l'ex-président tanzanien en tant que facilitateur Benjamin Mkapa, avait vu quelques passes d'armes entre l'Union africaine et le régime de Gitega. Le référendum constitutionnel avait en effet suscité des critiques de la part du président de la commission de l'UA, auxquelles les autorités avaient réagi vertement. Enfin, en fin de cette même année, les camouflets subis par le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine
lors de la visite à Bujumbura, suivie quelques semaines plus tard par l'annonce du retrait de 1000 soldats du contingent burundais de l'AMISOM, avait encore davantage refroidi les relations entre les deux entités. Depuis lors, le secrétaire général du CNDD-FDD s'est rendu au siège de l'Union africaine où il a rencontré le président de la Commission. L'Union africaine cherche désormais à éviter toute friction avec le pouvoir et a même retiré le Burundi de son agenda des réunions du Conseil de paix et de sécurité. Elle a même édulcoré son discours à son égard. Elle voudrait surtout pouvoir discuter avec le pouvoir des modalités d'organisation du processus électoral. Le président de la Commission était d'ailleurs attendu à Bujumbura début avril, mais cette visite a été annulée compte tenu de la pandémie du Covid-19. L'Union africaine aurait voulu envoyer une mission d'observation électorale qui a été poliment refusée par le Burundi. Elle attend certainement de voir le déroulement et l'issue des élections pour adopter une attitude conséquente vis-à-vis du Burundi. Elle est probablement celle qui sera la plus prompte à réagir en cas de nouvelle crise électorale, étant donné les possibilités limitées de voir la communauté des pays d'Afrique de l'Est, EAC, s'enliser de nouveau dans le bourbier burundais. Tout comme lors de la crise post-électorale en RDC, où on a vu également l'Union africaine intervenir pour tenter de résoudre la crise post-électorale qui a eu lieu en RDC. À cette époque, le président de l'Union africaine était Paul Kagame. C'est ainsi qu'on a vu Paul Kagame intervenir et tenter de résoudre au nom de l'Union africaine, et non au nom du Burundi, mais au nom de l'Union africaine, tenter de résoudre cette crise, enfin en tout cas tenter de faire accepter par Martin Fayulu les résultats annoncés par la CENI, alors que l'observateur en place, le seul observateur indépendant qui était la SYNCO, venait d'annoncer la victoire de Martin Fayulu à plus de 60% des voix, alors que la CENI venait avant la SYNCO d'annoncer des résultats contraires sans avoir apporté des preuves de la véracité des résultats qu'elle annonçait, PV exigé par la loi électorale en RDC, mais qui n'a pas été respecté, donc transgressé par la CENI en RDC. C'est ainsi que, tout comme l'Union africaine a tenté d'intervenir au Burundi, l'Union africaine dont la présidence était tenue par le Rwanda, Paul Kagame a essayé d'intervenir pour convaincre Martin Fayulu d'accepter les résultats annoncés par la CENI et de se contenter à ces résultats-là. Donc, d'accepter que l'alternance de pouvoir n'aura pas lieu en RDC en 2018. Mais contrairement à la RDC où les observateurs internationaux ont été interdits cette fois-ci d'observer, alors qu'en 2006 et en 2011, ils ont été invités, en 2005 et en 2011 en RDC, les observateurs internationaux ont été autorisés à observer la véracité des résultats, mais en 2018, ils ont été interdits. Ici, en ce qui concerne le Burundi, c'est la communauté East African Community, EAC, la communauté des pays d'Afrique de l'Est, qui a été jusqu'ici, en tout cas, autorisée à envoyer une mission d'observation électorale au Burundi, une mission exploratoire qui avait d'ailleurs déjà été effectuée dans un premier temps avant la crise du Covid-19. Les autorités avaient pourtant affirmé ne pas vouloir accueillir de missions d'observation électorale étrangères, mais finalement, l'East African Community fut autorisée
Il y a lieu alors de se demander ce qui les a poussés à faire exception. Il est vrai que son secrétaire exécutif, le secrétaire exécutif de la East African Community, est un Burundais et proche du pouvoir. En tout état de cause, l'East African Community, la EAC, s'est soustraite à la gestion de la crise sans assumer cette dérobade. Voir s'y réinvestir semble d'autant plus hasardeux que d'autres pays membres devraient prochainement connaître des processus électoraux, à commencer par la Tanzanie, qui vivra des élections en octobre 2020, juste après le Burundi, puis l'Ouganda en 2021. Or, dans l'un ou l'autre cas, le processus semble mal engagé, l'Ouganda risquant fort d'aller au-devant d'une crise électorale, alors que son président garde officiellement la position de médiateur dans la crise burundaise. Aura-t-il dès lors la volonté et la capacité de s'y impliquer de nouveau, alors qu'il aura probablement déjà à gérer une situation interne critique au Burundi? Ou est-ce que Yoweri Museveni acceptera-t-il de transmettre le dossier burundais, en l'occurrence à l'Union africaine, car la EAC, la communauté des pays d'Afrique de l'Est, sera trop occupée à organiser ou non une transition politique, une transition de pouvoir, que ce soit en Tanzanie en octobre 2020 ou au Burundi en 2021. Malgré la persistance de son engagement de la crise burundaise, l'ONU est empêtrée dans ce grand dossier, en partie du fait des antagonismes au sein des membres permanents du Conseil de sécurité et de la fermeté des autorités burundaises. En 2019, son envoyé spécial a démissionné et une cacophonie dans les discours a été observée au sein de certaines de ces institutions. Le Burundi n'a plus été inscrit à l'agenda des réunions du Conseil de sécurité de l'ONU depuis le 30 octobre 2019, jour où l'envoyé spécial du secrétaire général a remis son tablier. En dépit de la suspension temporaire de l'aide directe au gouvernement burundais, l'Union africaine, quant à elle, reste un partenaire important en matière de coopération et de développement. Elle est d'ailleurs impliquée dans divers projets d'infrastructures d'envergure. Cela n'empêche pas les autorités de la prendre régulièrement pour cible. En effet, contrairement aux organisations régionales et sous-régionales africaines qui se gardent aujourd'hui d'émettre des critiques publiques à l'encontre des autorités burundaises, malgré la persistance de graves violations des droits de l'homme, l'Union européenne conserve un regard attentif sur la situation des droits humains. En témoigne la résolution adoptée par le Parlement européen le 16 janvier 2020, conformément à la posture qu'elle a adoptée depuis le début de la crise. L'Union européenne devrait rester en retrait de toute initiative majeure en cas de crise électorale, même si celle-ci encouragera certainement des initiatives régionales en la matière. Voilà, nous allons maintenant passer à notre cinquième et dernière partie, qui est, cette fois-ci, une analyse des multiples défis auxquels le Burundi est confronté et sera amené à relever après les élections de mai 2020 si la transition politique se passe de manière pacifique. Ce cinquième chapitre étant notre dernier chapitre avant de passer à la conclusion. Ainsi, ce cinquième chapitre est consacré à une analyse un peu plus chiffrée, plus socio-économique des défis auxquels le Burundi fait face et devra relever pour le futur gouvernement qui sera mis en place. Lorsque les nouvelles institutions prendront leurs fonctions en août 2020, elles auront en main
les destinées d'un pays exsangue confronté à de multiples défis. Petit État enclavé et surpeuplé de 12 millions d'habitants, fort dépendant de l'extérieur au niveau de l'aide et des importations, le Burundi est l'un des pays les plus pauvres du monde. 60% de sa population vit sous le seuil de la pauvreté, à peu près le même pourcentage pour la RDC, le Rwanda ou l'Ouganda. Le pays a connu une décennie de croissance de 2004 à 2014, après des années de récession durant la guerre civile, avant que la dynamique ne s'inverse. Si l'économie ne s'est pas effondrée, elle s'est davantage fragilisée. L'État a amplifié sa dette intérieure et cumule de nombreux impayés qui hypothèquent l'avenir important des sociétés publiques et privées. Alors que le taux de croissance démographique s'est stabilisé à 3,2% depuis quelques années, l'évolution du PIB est passée d'une moyenne de 4% durant la décennie subventionnée à une courbe négative pendant les années 2015, moins 3,9%, 2016, moins 0,6% et 2017, moins 0,5%, pour renouer avec une certaine reprise économique à partir de 2018 avec une progression de 1,6% et continue sur une même tendance modeste pour l'année 2019. Plus de 80% de la population burundaise vit de l'agriculture. Les recettes en devises du pays dépendent en grande partie des exportations en thé et surtout en café. La filière de café, qui fait vivre environ 600 000 familles, traverse cependant des moments difficiles. Ces défis sont entre autres liés à l'instabilité des revenus qu'elle procure et aux difficultés de paiement des caféiculteurs qui commencent à s'en désintéresser au profit des cultures vivières. Le secteur minier offre une nouvelle opportunité avec notamment des mines d'or et d'importantes réserves de terres rares. Ces mines d'or et d'importantes réserves de terres rares qui peut faire la joie des multinationales et qui pourrait être et qui est vraisemblablement fortesse la cause de l'insécurité au Burundi et dans la région des Grands Lacs. Il pourrait à terme devenir la première source de devises et renflouer substantiellement les caisses de l'État pour donner un nouvel élan à l'économie burundaise. En effet, le secteur minier pourrait devenir la première source de devises du pays et renflouer et renforcer l'économie du Burundi. La gouvernance dans ce secteur est contrariée par son manque de transparence, les immixtions intéressées de hauts responsables, les divers trafics et la contrebande, les difficultés de rapatriement des recettes générées par le secteur et la faiblesse des organes de supervision. La surpopulation des campagnes pousse chaque année des milliers de jeunes sur le chemin des villes. Encore très peu industrialisée, l'économie burundaise est en outre affectée par la modicité de ses infrastructures. Le Burundi a l'un des plus faibles taux d'accès à l'électricité au monde avec la RDC et sa forte dépendance aux intrants extérieurs. La pénurie des devises est venue aggraver le problème du monde des affaires. Elle a d'ailleurs sérieusement affecté certains secteurs et mis en difficulté de nombreuses entreprises, y compris la Brarudi, la plus grande pourvoyeuse de taxes du pays. La crise a eu
des conséquences fâcheuses sur le marché de l'emploi où le chômage touche 65% des jeunes. Le même chiffre peut être rapporté à la RDC. De plus, l'environnement des affaires est pollué par la corruption généralisée, reléguant sans surprise le Burundi au fin fond du classement des pays pour leur attractivité. La même corruption qui gangrène les pays de la région des Grands Lacs comme la République démocratique du Congo. L'avenir du monde rural au Burundi est sérieusement hypothéqué par la bombe foncière. La pression démographique exercée sur le sol est telle que les terres disponibles sont de plus en plus réduites et moins fertiles, aggravant ainsi l'insécurité alimentaire déjà amplifiée par les aléas climatiques et sécuritaires. Le niveau d'insécurité alimentaire surpasse de près de 2 fois la moyenne générale en Afrique subsaharienne, tout comme en RDC, en République démocratique du Congo. Comme point de référence, la surpopulation des campagnes au Burundi pousse chaque année des milliers de jeunes sur le chemin des villes pour un avenir de plus en plus incertain ou les renvoie dans les sous-emplois ruraux, phénomène accentué par de nombreuses déperditions scolaires. Sur le plan sanitaire, le Burundi s'est trouvé confronté à de diverses épidémies, notamment de la malaria, dont la dernière a enregistré près de 6 millions de cas. Les mêmes épidémies dans cette mauvaise gouvernance, à point de comparaison de la région du Grand Lac, l'épidémie d'Ebola, plusieurs épidémies de la rougeole, plusieurs épidémies pour cause de mauvaise gouvernance du pays, des régimes, touchent également la République démocratique du Congo. Je parle ici de la malaria, de la rougeole, Ebola, enfin, la RDC en tout cas, est le pays de référence en matière d'épidémie dans la région du Grand Lac. Pour revenir au Burundi, si les progrès accomplis sur le plan de la santé maternelle ont pu être de quelque peu sauvegardés, les pénuries diverses, notamment pharmaceutiques, et les moyens très limités de l'État ont affaibli un système de santé déjà défaillant. L'enseignement rencontre une multitude de difficultés, dont l'effondrement de son niveau général. Enfin, le Burundi subit depuis peu des perturbations climatiques aux conséquences désastreuses sur l'environnement. Des pluies diluviennes comme actuellement qui s'abat sur le Rwanda et cause beaucoup de dégâts, beaucoup de pertes en vie humaine et qui s'est abattu en RDC dans la région, dans la ville d'Uvira, causant beaucoup de dégâts et beaucoup de pertes en vie humaine. Au Burundi, les infrastructures, les habitations notamment, et les matériaux sont très précaires et vestustes. Et donc, pour la seule ville de Bujumbura, faute d'une urbanisation bien pensée et des canalisations appropriées, les pluies diluviennes ont entraîné des glissements de terrain aux conséquences meurtrières et détruit totalement ou partiellement des ponts et des routes entières ou de nombreuses maisons. Le réseau routier désertant l'intérieur du pays est lui-même en partie délabré et en l'absence d'intervention rapide des pouvoirs publics, le trafic des personnes et des marchandises pourrait être durablement affecté dans une bonne partie du pays. Auparavant, l'un des lacs les plus poissonnés au monde, le lac Tanganyika, a perdu de sa biodiversité du fait de la pollution des eaux, la surpêche, la recherche d'hydrocarbures et le changement climatique. Le lac Tanganyika, pour rappel, est une écorégion d'eau douce définie par le Fonds mondial pour la nature and the Nature Conservancy. Elle comprend le lac Tanganyika lui-même et son bassin drainant entre le Burundi, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Tanzanie et la Zambie.
Pour en revenir au Burundi, le pays connaît à l'heure actuelle près de 350 000 réfugiés, qui n'incluent pas les milliers de Burundais exilés depuis 2015 en Occident, ou les nombreux réfugiés économiques en Afrique australe et orientale. Le pays comporte également un peu plus de 110 000 déplacés à l'intérieur du pays. Une très grande partie des journalistes, des médias indépendants et des figures de la société civile et de l'opposition comptent parmi cette nouvelle diaspora burundaise. Au-delà de ces chiffres, le Burundi fait figure de très mauvais élèves dans les divers classements internationaux. Dans les classements des pays les plus pauvres, les classements au sujet de la gouvernance des pays du monde, dans les classements des pays selon l'indice IDH, dans le classement des pays au niveau de la sécurité alimentaire, l'attractivité économique, etc., la corruption, le Burundi se classe au plus bas de tous ces classements. Et cela renvoie une image alors désastreuse du pays dans la presse internationale notamment. Donc, pour rappel, l'IDH, c'est l'indice du développement humain la plus importante en termes de qualité de vie. Il s'agit d'un indice composé qui mesure la qualité de vie moyenne de la population d'un pays. Théoriquement, l'indice va de 0 à 1%, comme vous pouvez le voir ici sur le graphique. Il tient compte de 3 dimensions du développement humain. D'abord, la possibilité d'avoir une longue vie et être en bonne santé en se fondant sur l'espérance de vie à la naissance. Ensuite, le niveau de scolarisation, évalué à partir de taux d'alphabétisation et de la fréquentation des différents niveaux du système scolaire. Enfin, le standard de vie, calculé à partir du produit intérieur brut, le PIB, par capita, en tenant compte de la parité du pouvoir d'achat. Et donc, l'indice de développement humain pour le Burundi était en 2017 à 0,42%. Et elle a varié autour d'une moyenne de 0,34% entre 1996 et 2017. Voilà, ceci clôture la phase au niveau analyse économique, les défis économiques, socio-économiques du Burundi. Ainsi donc, le futur chef de l'État est-il, en vue de ces défis, est-ce que le futur chef de l'État du Burundi est-il prêt à assumer un tel héritage ou s'inscrira-t-il dans une dynamique de changement ou de continuité? Dès sa désignation comme candidat du parti à la présidence, Évariste Ndayishimiye a déclaré avec empressement qu'il s'inspirait de son prédécesseur, comme s'il se voyait déjà sur le fauteuil présidentiel. En privé, il tient des propos différents, parle de nécessité d'ouverture et s'insurge contre la mauvaise gouvernance. Pourtant, il cautionne les pratiques prédatrices du parti et a avalisé la plupart des agissements du cercle des généraux tout au long des années du pouvoir du CNDD-FDD. En tout état de cause, le prochain président sera un homme tiraillé entre les luttes d'influence auxquelles il sera confronté. Sa marge de manœuvre dépendra de sa capacité à se défaire de ses pressions. À défaut d'avoir pu imposer un 4e mandat, Nkurunziza s'est fait attribuer de nombreux privilèges, dont des avantages financiers et matériels considérables, des garanties de protection et des divers statuts et prérogatives qui devraient faire de lui un acteur incontournable, tout comme en RDC. En effet, à la suite
de l'adoption de la nouvelle loi sur les anciens chefs de l'État en janvier 2020, ce qui nous rappelle exactement ce qui s'est passé avant les élections en 2018 en RDC, où une loi a été votée au sujet du statut des anciens chefs d'État, ce qui a octroyé, entre autres, à Joseph Kabila, en tout cas, le vote de cette loi a octroyé à Joseph Kabila une rente mensuelle de 670 000 dollars par mois pour services rendus à la RDC pendant 18 ans. En effet, à la suite de l'adoption de cette loi, une autre loi l'a érigé en guide suprême du patriotisme au niveau national. Ça, c'est au Burundi. En RDC, le président Joseph Kabila s'est érigé comme autorité morale officiellement de sa plateforme politique, le FCC, mais il se comporte en tant qu'autorité morale, en tant que guide suprême du pays, donc reste au pouvoir, aux commandes, à la manette en RDC, ce qui confirme encore qu'il n'y a pas eu de transition politique, de transition de pouvoir dans la région de Grand Lac, outre les transitions officielles qui n'ont pas eu lieu au Rwanda ou en Ouganda. En RDC, il n'a pas non plus lieu, et c'est exactement ce que Pierre Nkurunziza s'apprête à répéter, à prendre exemple sur Joseph Kabila. Ainsi, au sujet de Nkurunziza, une distinction similaire lui avait été octroyée par son parti en début d'année 2018, dont il est devenu le guide permanent du parti CNDD-FDD. Ces statuts et les prérogatives relatives semblent témoigner de la volonté du président de garder le contrôle sur le parti et un certain droit de regard sur la conduite du pays. Or, il y a toujours eu une concurrence de prérogatives entre le parti et les diverses institutions de l'État, la plupart de ces derniers étant sous contrôle du CNDD-FDD, Nkurunziza ayant pu s'imposer comme l'autorité suprême au sein de ce parti, a ainsi réussi à se soustraire progressivement à ces pressions sans pour autant parvenir à faire de même avec les généraux qui disposent d'un pouvoir particulier sur lui et sur le pays. Le futur chef d'État sera donc nécessairement sur forte pression pour satisfaire les besoins de Nkurunziza et des généraux. Ces derniers se sont cependant plusieurs fois opposés au président, notamment sur les nominations et les décisions importantes. S'ils auront tous à cœur de préserver leurs avantages et privilèges et promouvoir leurs propres intérêts, y compris dans les affaires, il est fort probable qu'ils aient régulièrement des intérêts divergents et se retrouvent en position de conflit. Le chef de l'État risque donc fort probablement d'être pris en tenaille entre les deux partis, Nkurunziza et les généraux. Donc, présenté sans doute abusivement comme un proche du chef de l'État, Ndayishimiye a régulièrement occupé des hautes fonctions et le plus souvent fait preuve de loyauté envers le président. Pour autant, leur estime réciproque semble limitée et ils divergent sur de nombreux points. En effet, Ndayishimiye n'est pas connu pour être un affairiste. Son nom n'est pas non plus associé aux crimes imputés au régime. Certes,
Dans sa position actuelle, il a sans doute couvert certaines malversations économiques, notamment dans les marchés publics sur lesquels le parti percevait d'importantes commissions. Il semble cependant s'inquiéter de l'ampleur de la corruption et des malversations économiques et de leurs retombées sur le pays. Sur un autre plan, Ndayishimiye n'est pas réputé pour sa perspicacité. En outre, c'est un homme du serial. Il n'a pas la réputation d'être opposé aux dérives dangereuses du régime. Du reste, selon diverses personnes qui le connaissent, il n'est pas de nature à prendre des risques et il est même perçu comme étant plutôt un homme craintif. Peu à l'aise dans les sorties publiques, qui lui ont d'ailleurs valu quelques maladresses, il n'est pas toujours cohérent dans ses propos. En revanche, il est sociable et même de nature plutôt conciliatrice. Certains en parlent comme d'un homme d'ouverture, avis qui n'est cependant pas partagé par plusieurs opposants. C'est d'ailleurs l'un des rares ténors du pays à se permettre de recevoir de temps à autre des diplomates européens. Il dispose par ailleurs d'une longue expérience dans la négociation qui, a priori, pourrait faciliter sa volonté proclamée d'ouverture, que ce soit envers l'opposition ou la communauté internationale. Trois mois séparent la présidentielle de l'investiture du chef de l'État, une période qui pourrait s'avérer cruciale pour les consultations. Les réflexions sur les politiques à mettre en œuvre est déjà jaugée de futurs rapports de force. La capacité du futur chef de l'État à recevoir et à écouter des cercles diversifiés et des courants d'opinion variés serait déjà un bon signal de sa propension à l'ouverture. En tout état de cause, par pragmatisme politique, il sera vraisemblablement obligé, dans un premier temps, de composer dans ses prises de décision avec les divers centres de pouvoir, à savoir le CNDD-FDD, et à travailler à travers le CNDD-FDD, à travers ce parti, on voit l'ancien président, le président sortant, Pierre Nkurunziza, compte tenu de ses diverses fonctions. Ce faisant, la composition du gouvernement et de son entourage, les nominations à des postes clés et notamment la capacité du chef de l'État à intégrer des technocrates ou des personnalités réputées pour leurs compétences seront les premiers indicateurs des orientations que celui-ci voudra donner au pays. Il pourrait augurer d'une certaine volonté de se démarquer par rapport à son prédécesseur, à défaut de changement ou à l'inverse d'une tendance à la continuité, même si celle-ci pourrait s'inverser avec le temps. Ndayishimiye semble conscient des difficultés sociales du moment et vouloir renouer avec une croissance économique synonyme de meilleures conditions de vie pour les populations. Dans cette perspective, il devrait être soucieux d'obtenir la levée des sanctions des partenaires au développement et, partant, de tenter de donner des gages d'ouverture à la communauté internationale. Pour autant, l'ouverture promise devrait rester limitée et bien encadrée, à peu près à la manière du Zimbabwe de Mugabe, de Zimbabwe de Mnangagwa. D'une part, le personnage est davantage imprégné d'une culture héritée du maquis que les valeurs démocratiques. De plus, s'il ne fait pas partie de l'aile dure des militaires, il est lui-même membre du cercle occulte des généraux qui a toujours fait obstacle aux velléités de démocratisation du parti et du pays. De ce point de vue, il faudrait s'attendre davantage à des changements superficiels qui pourraient se traduire par un retour négocié d'une partie de l'opposition extérieure à quelques mesures sans importance visant à donner l'illusion d'une ouverture démocratique. Certes, il est possible d'envisager une certaine escalade au niveau des répressions actuelles, sans pour autant voir les exactions des forces de sécurité, principalement du CNR
et des Imbonerakure prendre fin. Parallèlement, il est peu probable que le nouveau chef d'État s'attaque avec vigueur à la problématique de la corruption au risque de s'aligner les intérêts de ceux qui en profitent le plus. En effet, la crise de gouvernance n'est pas liée à la seule personne de Pierre Nkurunziza, qui souvent personnifie le problème burundais, alors que le mal est plus profond et trouve ses origines, entre autres, dans la nature du CNDD-FDD lui-même. Les attributions de Nkurunziza au sein du parti lui permettent, entre autres, de définir les orientations que les CNDD-FDD pourraient donner à la conduite du pays. La loi portant statut du guide suprême du patriotisme, que Pierre Nkurunziza sera consulté sur les questions relatives à la sauvegarde de l'indépendance nationale et la consolidation du patriotisme et de la souveraineté. Autant de concepts suffisamment vagues pour prêter à des divergences d'interprétation. Enfin, Nkurunziza, tout juste âgé de 56 ans, pourrait nourrir des ambitions de retour au pouvoir en 2027. Autant de sources potentielles de tensions entre les deux personnalités. Or, la Constitution confère d'importantes prérogatives au chef de l'État qu'il pourrait mettre au profit pour se défaire de cette tutelle. Concernant les généraux, des conflits sont également possibles. Cependant, le cercle général n'est pas toujours homogène et ses membres varient au gré des circonstances. À la faveur probable poussée de tension, le futur chef de l'État pourrait en coopter certains et en mettre d'autres progressivement à l'écart, même si ce scénario pourrait tarder à prendre forme. Ainsi, nous arrivons à la conclusion de cette analyse qui porte sur la situation au Burundi et les élections à venir. Ainsi donc, les 5 dernières années du CNDD-FDD au pouvoir se sont traduites par une dérive autocratique aux diverses conséquences socio-économiques. Malgré le renoncement de Nkurunziza à un 4e mandat, les différents scrutins du 20 mai 2020 risquent de conduire à une nouvelle impasse. Les résultats de la présidentielle restant ouverts avec d'un côté Agathon Rwasa, président du CNL, le principal parti d'opposition, et de l'autre côté le candidat du CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye. En effet, en dépit de la volonté de ce parti d'éviter toute nouvelle crise et de donner un cachet démocratique aux élections, sa détermination à se maintenir au pouvoir coûte que coûte pourrait zapper la crédibilité du processus électoral et en partant des institutions élues. Les forces et les acteurs politiques devraient faire en sorte que les élections ne conduisent pas le Burundi vers une nouvelle crise. Une intervention forte et coordonnée des acteurs internationaux pourrait anticiper les perspectives et permettre au pays d'envisager l'alternance à venir sous des auspices plus favorables que ceux des 5 dernières années qu'a traversé le pays. Évariste Ndayishimiye, probable futur chef de l'État, tiraillé entre l'ouverture ou la continuité, pourrait ne pas s'aligner à son encombrant prédécesseur et un groupe de généraux pour ne pas s'aliéner à son encombrant prédécesseur et groupe de généraux, devra se débarrasser de cette double tutelle pour mener les changements nécessaires à même de garantir de meilleures conditions de vie pour les Burundais. Voilà, ainsi se termine notre analyse. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau chapitre qui sera ouvert, toujours en lien avec la région des Grands Lacs, la géopolitique de la région des Grands Lacs, ou éventuellement une autre analyse, une autre étude qui pourrait porter sur l'étude de la sécurité alimentaire des pays du Sud
principalement des pays d'Afrique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.